Famine, massacre, guerre permanente. Vous les avez tous dans la tête, ces images d'Épinal. Ces images qui font de l'Afrique le continent le plus délaissé de la mondialisation. Ces images qui font de l'Afrique un continent abandonné du reste du monde. Ces images qui font qu'aujourd'hui, on s'inquiète pour l'épidémie terrible de coronavirus qui pourrait s'étendre de façon exponentielle en Afrique. Voici le continent le plus fragile de tous, et pourtant celui peut-être qui ne correspond plus vraiment à cette réalité. Bienvenue dans l'ultime chapitre de géographie du programme de terminale. L'Afrique, les défis du développement. Alors, effectivement, ces images négatives ne sont pas complètement fausses. Beaucoup d'Africains vivent dans un dénuement assez complet. Cependant, la réalité de ce très vaste continent de plus d'1 milliard d'habitants, composé de 54 États, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors certes, effectivement, l'Afrique est de loin le continent le plus pauvre de la planète. Avec un PIB global qui dépasse à peine celui de l'Allemagne, environ 4 000 milliards de dollars par an, et environ un poids qui correspond à 3% du commerce mondial, ou un peu plus, clairement, l'Afrique semble à la traîne. Pourtant, le continent est animé de dynamiques de développement, de croissance, soutenues en partie par des pays étrangers, en particulier la République populaire de Chine. Cependant, ce développement, cette croissance, se font à des rythmes extrêmement différenciés selon les espaces, ce qui fait de l'Afrique un continent difficile à appréhender pour nous occidentaux. Alors, les défis africains sont multiples. Dans ce continent extrêmement jeune, tous les Africains ne mangent pas leur faim, tous n'ont pas accès à l'eau ou à l'électricité, même si beaucoup ont accès à un téléphone portable. La modernité semble difficile à s'installer de notre point de vue, il n'en est rien en réalité. On peut donc se demander dans quelle mesure l'Afrique est capable de surmonter les défis multiformes, en particulier démographiques, économiques, mais aussi politiques et environnementaux, auxquels elle est confrontée dans notre espace mondialisé. Alors, pour commencer, on va d'abord voir que des indicateurs très négatifs semblent, depuis très longtemps, collés à la peau africaine. Et donc, la première partie va s'occuper des mauvais aspects, on va dire, ou des difficultés de l'Afrique. Grand 1, le continent africain est-il à l'écart du développement et du reste du monde ? Alors, si on s'intéresse simplement aux indicateurs, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent des difficultés de développement ou des difficultés d'intégration à la mondialisation. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la première sous-partie sur les marques d'un retard général de développement. Donc d'abord, le PIB africain, je l'ai dit en introduction, est à peine supérieur à celui de l'Allemagne, mais il est aussi à peine équivalent à celui de la seule ville de Tokyo. De fait, on a un PIB continental qui équivaut à celui, certes, de la ville la plus peuplée, capitale économique et politique d'un des pays les plus riches de la planète, mais tout de même, on a un continent qui est clairement à la traîne d'un point de vue économique. Alors, cette situation n'est pas liée à une sorte d'absence de richesse fantasmée pour certains. En vérité, les richesses naturelles, les ressources présentes sur le continent africain sont extrêmement nombreuses. Elles sont même exploitées. Mais on peut globalement parler de mal-exploitation des ressources, car dans la plupart des pays africains se sont développées soit ce qu'on appelle des économies de rente, c'est-à-dire l'exploitation d'une ressource par l'État sans véritable diversification de l'économie. C'est le cas par exemple avec le pétrole en Algérie, ce qui empêche un réel développement. Ou bien, j'ai envie de dire, une exploitation prédatrice des ressources. C'est-à-dire que des FTN, locales ou étrangères, ont tendance à exploiter les ressources naturelles à leur profit, sans véritablement y faire participer la population. Évidemment, les élites politiques, en général peu enclines à partager les richesses, c'est ce qu'on appelle le népotisme, ont tendance à concentrer les richesses dans leurs mains, et donc on a des inégalités économiques extrêmement fortes entre une partie des élites qui contrôle l'intégralité des richesses et le peuple qui, en général, n'en reçoit que de maigres subsides. Alors, il est très difficile aujourd'hui de parler des États africains avec les dirigeants en cours. Donc, l'exemple qui est historico-géographique, en fait, le plus abouti, c'est le cas des cols de la Tunisie, qui a été dirigé pendant plus de 25 ans par le dictateur Ben Ali,
qui, en 2011, a dû fuir suite au printemps arabe. Et Ben Ali avait organisé tout un système en Tunisie dans lequel ses proches, sa famille, ses amis, ou des gens avec lesquels il partageait des intérêts, étaient placés à la tête des grandes entreprises du pays. Et en vérité, le clan Ben Ali empochait l'essentiel des ressources du pays. Alors, cette exploitation des ressources, marquée par la prédation, marquée par la corruption, en plus a tendance à très peu se préoccuper des sociétés, peu de développement donc, mais à ne pas se préoccuper non plus des problèmes environnementaux et écologiques. Et donc par exemple, on a une désertification qui avance, notamment dans les pays du Sahel, voire cours précédent sur le Sahara, ou bien même on a des problèmes écologiques majeurs dans les zones tropicales, par exemple en République démocratique du Congo, ou bien dans le delta du Niger, où il y a du pétrole et dans lequel on a des ressources offshore qui sont exploitées. On peut avoir des nappes de pétrole qui sont un peu partout. On a des problèmes de surpêche aussi, à cause d'une pêche industrielle qui réduit les stocks de poissons. Bref, on a des problèmes écologiques majeurs qui sont induits là-dedans. Alors pour terminer, ces difficultés, cette corruption et cette captation des richesses par des grandes entreprises ou par des élites politiques privées fait que les États africains doivent faire des prêts auprès des grandes puissances ou bien auprès des banques privées. Et donc on a un endettement quasi généralisé. Aujourd'hui, 40% du PIB du continent correspond à la dette, au remboursement de la dette, ce qui est énorme. C'est un peu plus de 10% pour la France, pour vous donner une comparaison. Et donc, chaque année, 40% du PIB, c'est juste payer les intérêts de la dette pour les pays africains. Donc, ça empêche d'utiliser cette somme d'argent gigantesque pour le développement des infrastructures, par exemple scolaires, des hôpitaux ou autres. Conséquemment, les indicateurs de développement sont extrêmement faibles, et on a 34 des 48 PMA de la planète qui sont localisés en Afrique. L'IDH est partout très faible, à une ou deux exceptions près, l'île Maurice qui est considérée comme un État en développement moyen, et la Libye mais qui est en guerre civile depuis 2011, donc il est difficile de véritablement prendre en compte cet indicateur. La pauvreté est extrêmement importante, le pourcentage d'analphabètes, les enfants victimes de malnutrition et ce genre d'indicateurs sont particulièrement développés en Afrique. Exemple typique, la mortalité infantile, par exemple. Si en France, la mortalité infantile est autour de 6 pour 1000, 6 enfants qui meurent avant l'âge de 1 an pour 1000 naissances. Elle peut être moins dans certains pays d'Asie, par exemple Taïwan, Singapour ou Hong Kong, 2 pour 1000 à Singapour. Elle est beaucoup plus forte dans certains pays d'Afrique, et notamment dans les pays de la bande saharienne. C'est le cas par exemple du Niger, où il s'élève à 130 pour 1000. 13% des enfants meurent avant l'âge de 1 an. C'est une catastrophe humanitaire majeure. De la même façon, certaines épidémies se développent très facilement. On peut penser à des épidémies telles que Ebola, évidemment, le coronavirus, qui peut s'étendre assez facilement dans des sociétés où les structures sanitaires sont très faibles. Et puis, la pandémie de sida, et qui est particulièrement forte en Afrique. 2/3 des sidéens du monde sont africains. 25% par exemple dans le petit Botswana, juste au nord de l'Afrique du Sud, c'est dans la région de l'Afrique australe. Pourtant, c'est l'un des pays qui a quelques atouts, on le verra dans la mondialisation. Donc, depuis l'an 2000, on peut dire que les indicateurs sont particulièrement mauvais pour l'Afrique et on a un niveau de développement faible. Alors, ces indicateurs de développement faibles sont en fait associés à d'importants problèmes politiques que j'ai déjà commencé à évoquer. On a d'abord énormément de conflits régionaux ou locaux qui sont liés au fait que la plupart des États sont faibles et contrôlent très peu leur territoire. Ce sont des fameux failed states dont on a parlé depuis le début de l'année. Bilan, présence de groupes paramilitaires un peu partout. Par exemple, dans la bande sahélo-saharienne, il y a, on l'a vu dans le cours précédent, des groupes terroristes, type AQMI, ou bien l'État islamique qui sont installés par exemple en Tunisie, en Égypte et en Libye. Dans le reste de l'Afrique, il y a des groupes qui peuvent être parfois différents. C'est le cas par exemple de la LRA, la Lord's Resistance Army, de Joseph Kony, qui est un groupe plutôt paramilitaire connu pour enrôler les jeunes enfants et leur apprendre à manier les armes très tôt pour tuer des gens, et puis
connu aussi pour faire des exactions sexuelles assez fortes sur les enfants et les femmes, dirigé donc par Joseph Kony, qui, sous le couvert d'une religiosité chrétienne, intégriste, crée en fait, massacre des gens et crée une violence endémique dans le nord-est de la République démocratique du Congo et l'Ouganda, des régions qui sont riches en matières premières, diamants et autres minerais. Bilan, eh bien, on a des populations qui sont extrêmement fragilisées par cette instabilité politique et cette violence endémique. 11 millions aujourd'hui, des 37 millions d'émigrés, de déplacés, de réfugiés dans le monde sont africains et la plupart se déplacent dans d'autres pays d'Afrique, comme le donnent les statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés, un organisme de l'ONU qui calcule ce genre de situation. À côté de cela, un tiers des Africains à peu près souffrent de problèmes de malnutrition ou bien de famine. La malnutrition, c'est quand vous avez des carences importantes que vous ne mangez pas toujours à votre faim. La famine, évidemment, c'est une situation de pénurie alimentaire plus sévère et plus globale. On a par exemple des problèmes endémiques dans la Corne de l'Afrique, notamment la Somalie, mais aussi sur la côte Est, par exemple, le Mozambique. Alors, plus globalement, dans les États africains les plus stables, on a quand même un problème de gouvernance et, comme je l'ai évoqué dans la première partie, un problème de corruption très fort. Il y a des régimes dictatoriaux qui sont présents sous le couvert de républiques plus ou moins démocratiques, plutôt moins que plus du coup, sur le continent depuis parfois plusieurs décennies. Par exemple, aujourd'hui, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, est en poste depuis 1982, ça va bientôt faire 40 ans. S'il survit en 2022, ça sera probablement la fête au Cameroun. Au final, ces dirigeants extrêmement stables empêchent le développement de libertés fondamentales, même si bien sûr ils disent le contraire. Alors, petite lueur d'espoir qui va permettre de faire le lien avec la partie suivante. La gouvernance des pays africains, quand même, s'améliore dans certains cas aujourd'hui. Certains pays sont en train de connaître une démocratisation qui semble fonctionner, même si elle reste fragile. Par exemple, le Nigeria, qui a connu 2 élections présidentielles à peu près régulière dans ces dernières années, ou bien des pays où on a une féminisation des cadres. C'est le cas par exemple au Libéria, le petit Libéria, sur la côte du golfe du Guinée, ou bien par exemple au Botswana, qui est le pays au monde qui a le plus de représentantes aux assemblées élues. Ce qui montre quand même une évolution positive de la société. Alors justement, ces évolutions politiques positives, elles se voient dans d'autres domaines, y compris économiques, et donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, les nouvelles perspectives pour le continent africain. Donc assez simplement, même s'il y a des situations extrêmement catastrophiques, on a quand même 3 cas en Afrique. Le cas le plus difficile, c'est celui de l'Afrique subsaharienne. Mais en vérité, on a 2 zones qui connaissent des formes de développement. Tout d'abord, l'Afrique du Nord. Les pays du Maghreb et du Mashrek, le Maghreb étant la partie occidentale, Maroc, Algérie, Tunisie, le Mashrek étant plutôt la Libye et l'Égypte. Ces pays, en interface avec l'Union européenne et le Proche-Orient, ont quand même des débouchés commerciaux un peu plus importants, et donc ont, par leur histoire aussi, des liens économiques plus forts. Aujourd'hui, ces pays d'Afrique du Nord, qui ne représentent que entre 17 et 20% de la population africaine, en représentent tout de même 40% du PIB. Ils s'intègrent beaucoup mieux à la mondialisation que le reste du continent. L'autre partie, c'est l'Afrique australe, donc l'Afrique du Sud, et les pays qui l'entourent, en particulier le Botswana. C'est 30% à peu près du PIB, pour seulement 5% de l'Afrique, de la population continentale. Ces 30% de PIB pour 5% de la population sont quand même tirés par l'Afrique du Sud, pays émergent, membre des BRICS, qui a un effet d'entraînement sur toute sa région, un peu à l'image du Brésil sur les pays du Mercosur, dans une moindre mesure tout de même. Alors enfin, reste les 30 derniers pourcents du PIB du continent africain. Pour 80% de la population, c'est le reste de l'Afrique subsaharienne. En gros, les 40 à 42 États restants, ce qui est énorme. Et eux, certains ont plus de difficultés. Alors, globalement, néanmoins, on a un
PIB dont la croissance économique est plutôt forte ces 10 dernières années. Et donc, on a une croissance autour de 5% chaque année en Afrique, même si ça cache des disparités entre pays. Cette croissance économique relativement forte est à nuancer, car pour véritablement sortir le continent de la pauvreté, il faudrait plutôt qu'elle atteigne 7 à 8% selon les économistes. Donc, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on a quand même une aide extérieure qui vient sous la forme d'IDE, d'investissement direct à l'étranger, des entreprises étrangères qui commencent à s'implanter en Afrique, par exemple des entreprises chinoises pour profiter de la main-d'œuvre moins chère, ou bien pour profiter surtout des ressources abondantes du continent. Certains États, qu'on appelle les lions africains, concentrent une bonne partie de ces IDE. C'est aujourd'hui des pays comme l'Éthiopie, par exemple, ou bien le Nigeria, ou encore l'Afrique du Sud. Ces pays sont ceux qui ont le plus de potentiel de développement, et la quinzaine de pays qui sont membres de ces lions conquérants ou lions africains représentent 85% des IDE tout de même, ce qui montre quand même des disparités très fortes au niveau national entre les pays laissés de côté et puis les pays qui ont des vrais atouts. Bilan quand même, dans ces pays les plus développés et qui attirent le plus les investissements directs à l'étranger, on a l'émergence de classes moyennes. Alors bien sûr, ce sont les ressources du continent qui peuvent servir de moteur et elles sont de plus en plus exploitées. Alors, on a des ressources de 3 types. Des ressources énergétiques et minières, telles que les hydrocarbures dans le golfe de Guinée et en Afrique du Nord, en Algérie et en Libye notamment. On a des minerais qui peuvent être utiles dans les industries technologiques, par exemple le fameux coltan qu'on peut trouver en République démocratique du Congo et qui sert à la fabrication entre autres des téléphones portables. Ou bien des diamants, par exemple en Afrique du Sud, Botswana. On a aussi un potentiel agricole extrêmement important dans un continent qui souffre pourtant de la faim. Beaucoup de terres ne sont pas mises suffisamment en valeur, soit à cause d'un outillement archaïque, soit à cause des guerres constantes, mais on a un potentiel énorme. L'autre problème, c'est que les pays d'Asie, en particulier la Chine, mais pas seulement, pratiquent ce qu'on appelle le land grabbing, c'est-à-dire qu'elles achètent des terres dans les pays africains pour nourrir leur propre population, enlevant de la même façon des ressources aux pays d'Afrique. Alors, cependant, pour développer encore plus les ressources, pour les exploiter encore plus, il manque 2 choses particulièrement. Il manque d'abord une volonté politique de résister aux pressions des grands FTN de la part des dirigeants africains. Et d'autre part, il faudrait que l'Afrique développe des équipements et notamment des infrastructures de transport qui manquent énormément. Alors il y a des pays comme le Mozambique qui aujourd'hui, avec l'aide des Chinois, sont en train de mettre en place tout un système de ports multimodaux sur la côte Est et qui vont permettre à terme de développer le pays et de le relier au reste de l'Afrique australe, notamment aux ressources minières énergétiques du Botswana, de l'Afrique du Sud et au-delà même peut-être de la Namibie. On a donc des possibilités qui existent. Alors, néanmoins, aujourd'hui, le développement africain ne pourra se faire que si certains défis sont relevés. C'est la dernière partie d'immenses défis qui restent à surmonter. Alors, le premier gros problème, c'est le défi démographique. On a aujourd'hui un indice de fécondité, le nombre d'enfants par femme, qui est autour de 4,5 enfants par femme. Donc ça veut dire que, contrairement aux pays européens, je vous rappelle, la France c'est 1,9 enfants par femme, il faut 2,1 pour assurer le renouvellement des générations. Là on est à 4,5. On a donc énormément d'enfants qu'il faut nourrir, qui quand ils arrivent à l'âge adulte doivent trouver un emploi, qui ont tendance à s'agréger dans les grandes zones urbaines. S'ils n'ont pas d'emploi et pas de quoi se nourrir, ça crée des bidonvilles. Bref, ça pose tout un tas de problèmes qu'on avait déjà vus notamment dans la question asiatique. Alors, le potentiel est énorme, puisque quand on a la moitié de la population qui a moins de 15 ans, comme c'est le cas du continent africain, on a une main-d'œuvre potentielle, on a une possibilité de développement énorme, mais il faut donc bien nourrir ces populations et leur trouver du travail. On a donc un défi alimentaire, un défi urbain qui sont extrêmement importants. L'autre gros problème, c'est qu'il faut trouver des solutions politiques. Alors, 2 problèmes au niveau politique. D'abord, il y a un enjeu, c'est celui de la démocratisation des sociétés. Alors, on a un exemple très, très proche de nous, c'est celui des printemps arabes qui a touché justement les 5 pays d'Afrique du Nord, en plus de certains pays du Moyen-Orient, à partir de 2011.
ce qu'on appelle le printemps arabe, ce sont des révoltes populaires qui ont amené à des réformes plus ou moins démocratiques dans les pays d'Afrique du Nord. Et la situation, si on peut étudier la situation de ces 5 pays, donc de l'ouest en est, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte, la situation de ces 5 pays nous montre que la démocratie a du mal à s'enraciner en vérité en Afrique pour diverses raisons. Alors, le premier pays qui a connu le printemps arabe, c'est la Tunisie, qui a réussi à chasser le dictateur qui était au pouvoir, Ben Ali. Le pays a globalement réussi sa transition vers la démocratie. Il y a eu des élections libres, une constitution qui s'est mise en place, et même si on a d'ailleurs un parti islamiste qui a gagné les élections à un moment, il l'a perdu ensuite, il y a eu alternance. Et donc, à la dernière présidentielle, c'est une sorte de personnalité proche des islamistes, mais aussi indépendante, qui a pris le pouvoir, qui est très critiquée par une partie de la société, mais qui est franchement acceptée par d'autres. Donc on a quand même une vie politique qui s'est mise en place, une démocratie qui est cependant fragilisée par de nombreux attentats terroristes de la part de l'État islamique, hein, par exemple au musée du Prado, en 2016. Et cette fragilisation n'empêche pas qu'il y a une réussite démocratique, même si la Tunisie était déjà l'un des pays qui avait quelques fondements, et même si elle reste fragile. Alors, le Maroc et l'Algérie, eux, ont connu des évolutions un peu différentes. Les 2 pays sont 2 régimes autoritaires, dirigés pour le Maroc par un roi qu'il ne faut pas critiquer, qui a tous les pouvoirs, et pour l'Algérie par un parti unique, le FLN, depuis l'indépendance. Des révoltes populaires sont apparues dans les 2 pays. Au Maroc, elles ont abouti à des réformes constitutionnelles qui font notamment que le Parlement a plus de pouvoir et qu'il n'est plus une simple chambre d'enregistrement des décisions royales, comme c'était le cas avant. En Algérie, ça a amené à une fragilisation très claire du FLN. Il y a eu de nombreuses révoltes encore au cours de l'année 2019, avant l'épidémie de coronavirus, et très clairement, on a un parti unique qui est fragilisé et qui essaye pour le moment de s'accrocher au pouvoir, mais en promettant des réformes. Gageons qu'elles vont arriver bientôt. En tout cas, ça a amené non pas un abattement des régimes, mais à leur fragilisation et surtout à des évolutions légères, mais positives vers la démocratie. Alors en Égypte, la situation est un cas un peu plus complexe. Le dictateur qui était au pouvoir, Hosni Moubarak, qui dirigeait le pays depuis 1983, a été chassé par les manifestants en 2012. Et c'est un islamiste qui a été élu président, Mohamed Morsi. Alors cependant, l'armée, soutenue d'ailleurs par les États-Unis et financée par les États-Unis, n'a pas accepté que cet islamiste se maintienne au pouvoir et a fini par le renverser en 2013. Et donc c'est un nouveau pouvoir dictatorial de l'armée, dont était précédemment issu le dictateur Hosni Moubarak, qui s'est remis en place. Le président Al-Sisi, élu avec 96% des voix en 2014, laisse assez peu de liberté aux Égyptiens. On a donc un retour à la case départ finalement, avec un petit passage par l'islamisme. Alors enfin, le cas le plus emblématique et qui montre la difficile stabilisation des pays d'Afrique du Nord, c'est le cas de la Libye. En 2011, le dictateur Mouammar Kadhafi, qui tenait le pays d'une main de fer depuis les années 70, est abattu. Et la Libye est alors plongée dans une guerre civile dont elle n'est toujours pas sortie. Elle est aujourd'hui coupée en 2. On a aujourd'hui des images effroyables de marchés aux esclaves qui se mettent en place dans le pays à cause du désordre qui règne. Et donc, les 2 gouvernements autoproclamés n'ont en fait qu'assez peu de légitimité ou de pouvoir. Les Occidentaux ne peuvent pas faire grand-chose. Daesh, l'État islamique, s'est installé dans le pays. Bref, c'est le chaos. Un chaos qui fait que la population libyenne, alors qu'elle cherchait la liberté, a trouvé une instabilité bien plus forte que pendant les années Moubarak. Cet exemple montre toute la difficulté pour la démocratie à s'enraciner en Afrique. Alors le second et dernier enjeu politique, c'est de mettre d'accord des pays africains qui ont souvent des intérêts très divergents. Et donc aujourd'hui, même si un organisme existe, l'Union africaine, une sorte d'union politique entre les pays africains, ils ont du mal à travailler ensemble. Les présidents de l'Union africaine, la présidence est tournante, sont
les présidents en exercice des États. Et donc, quand en général on a un dictateur qui promet les droits de l'homme, ça fonctionne assez mal. Alors, en conclusion, l'Afrique est confrontée à des défis multiples. Cependant, elle a un potentiel de développement. L'un des spécialistes de l'Afrique, Tidiane Diakité, a expliqué qu'il y avait 3 scénarios possibles. Les lions pris au piège, les lions sortent de leur tanière et les lions marquent leur territoire. Alors, ces 3 scénarios sont plus ou moins probables. Si les lions sont pris au piège, alors ça veut dire que les pays qui peuvent servir de moteur au développement du continent n'arrivent pas, à cause de logique concurrentielle ou de la dictature, ou d'une épidémie de coronavirus d'ailleurs, à assurer leur développement, et finalement le continent se referme encore plus sur lui-même. Si les lions sortent de leur tanière, il y a un décollage économique basé justement sur ces pays à forte croissance, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être le Nigeria, peut-être l'Éthiopie, bref, des pays qui ont un potentiel. Le cas le plus possible, c'est tout de même le dernier. Les lions marquent leur territoire, c'est la mise en place d'une voie africaine de développement, mais pour cela, il faudrait véritablement que les Africains fassent des choix, prennent des décisions en commun et qu'il y ait une véritable union en Afrique, ce qui n'est pas encore le cas. Merci d'avoir écouté ce dernier cours de géographie de votre année de terminale 2019-2020.